Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Pour le moment, je me trouve au Cameroun, dans les bureaux de notre ami du journal Le Diapason, François. J'ai profité de cette occasion pour rencontrer au moins les penseurs africains, ceux qui pensent Afrique. Parce que l'Afrique est dans un tournant historique. Quand on pense à notre histoire, on se rappelle la période de l'esclavage, la tête négrière. Il y a eu la colonisation et jusqu'à aujourd'hui nous sommes dominés. Mais il y a un bouleversement du monde. Ceux qui étaient puissants ne sont plus, je dirais un peu l'Occident. D'autres puissances émergent. Je voudrais faire parler un philosophe qui s'appelle Sinjun Pokam, qui est camerounais, qui est un grand professeur d'université. Pour le moment, il est village, il est à la maison, comme les autres qui ont son âge. Avec lui, on va traiter de l'Afrique, ce qui nous arrive aujourd'hui, ses mutations. Comment lui voit les choses, comment voit l'avenir de l'Afrique. Bien entendu, en faisant une lecture historique. Professeur Tchundu, bonsoir. Bonsoir Freddy, je suis content d'être avec toi, que tu me reçoives pour qu'on parle de l'Afrique. Parce que c'est notre continent, c'est notre patrie de toute façon, et c'est notre espace vital. Et comme vous venez de le dire, on est à un tournant, quoi. Je veux dire, toutes les puissances se retrouvent en Afrique. C'est la seconde fois depuis l'Égypte pharaonique. Dont le destin du monde se retrouve en Afrique, sans prétention. Et le monde est extrêmement violent. Et il faut nous préparer à cette violence-là pour gagner. Professeur, il faut nous préparer à affronter la violence peut-être qui est aujourd'hui mondiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, au moins nous qui sommes un peu naïfs, comment l'Afrique a été vaincue par l'Occident? Parce que pour comprendre ce qui nous arrive, il faut quand même lire l'histoire. Dire que l'Occident, cette Europe, le récent rapport de l'Afrique avec l'Europe, ça date du XVe siècle. La traite négrière, vous avez parlé, très bien. C'est un simple accident, mais qui nous a structurés. Mais bien avant, nous avons eu des rencontres avec l'Occident. Nous l'avons même éduqué. Dans l'Antiquité, l'Égypte pharaonique a éduqué le monde. Donc ça, c'était ce que j'appelle une sorte de parenthèse historique. Extrêmement coûteuse, de toute façon, parce que quand on parle de la traite négrière, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Ce qu'on a pris ici en Afrique, c'était des gens extrêmement solides, des femmes bien élevées. Ils mangeaient copieusement. Au point que si l'on vient aujourd'hui pour faire la même chose, c'est pas possible, puisque nous ne mangeons même d'ailleurs pas très bien. Mais là, donc on a pris tout ce que nous avions de meilleur, extraordinaire. C'est un crime. D'abord, on a reconnu ça comme crime contre l'humanité. Ça, on est dans le XVIe siècle, ça va continuer jusqu'à le partage de l'Afrique. Il y a en 1884-85, l'Europe, après avoir vidé l'Afrique de ce qu'il avait de plus important, et puis c'est partager l'Afrique. C'est partager l'Afrique. Après, on va basculer dans la Première Guerre mondiale, qui ne pose d'autres questions que celle de savoir, oui, mais que vont devenir les empires coloniaux. Première Guerre mondiale, ça pose cette question-là. Eh bien, il faut faire une parenthèse ici tout de suite pour dire que ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est que nous avons battu l'Europe. N'est-ce pas? La révolution haïtienne, Toussaint l'ouverture, dont les grands-parents viennent du Bénin. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne dit pas souvent. Il a battu Napoléon. C'est la première défaite, n'est-ce pas, contre l'immense puissance de Napoléon. Il a battu les Anglais, les Espagnols, l'Amérique qui venait de naître, de toute façon. C'est-à-dire, si vous réfléchissez sur l'histoire, vous avez la Révolution américaine, 1776. Vous avez la Révolution française tout de suite, 1789, on n'en parle que ça. Et la Révolution nègre des temps modernes, 1791.
jusqu'à la création du premier État noir des temps modernes en 1804. Extraordinaire. Dont on ne parle pas. C'est la première défaite historique du peuple noir devant l'Occident. C'est important de savoir ça parce que c'est une révolution qui est le dépassement de deux précédents. Et puis nous avons gagné. Et Napoléon a juré, hein, l'Occident s'est réuni très rapidement avec Talleyrand pour dire que, ok, bon, non, attention, si nous continuons, si nous nous amusons, eh bien, le monde noir va nous échapper. Ça, on est au XVIIIe siècle. Hein. Et par la suite, nous avons toujours résisté. Vous voyez, on a résisté. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, nous sommes un peuple qui résiste. Toujours. Donc, nous avons une doctrine des résistances. Parce que moi, je ne m'inquiète pas du tout, hein, pas beaucoup, parce que moi, non seulement parce que j'ai réfléchi sur la guerre, depuis, c'est mon métier, c'est mon boulot. Vous dites que vous résistez pour faire quoi? C'est la question. Parce que les gens peuvent résister jusqu'à ce qu'ils se fatiguent, on les occupe encore. Non. Non, je ne pense pas. Je ne suis pas pessimiste pour ce qui est de l'Afrique. Hein. D'abord, c'est une bonne chose parce que l'Europe a fermé ses frontières. C'est une bonne nouvelle. Hein. Oui, et puis ces frontières-là, les frontières dont on parlait tout à l'heure, là, mais mon Dieu, la guerre s'initie à les déconstruire complètement. Il n'y a plus de frontières. Et ce qui est complètement la nouveauté, c'est que la guerre n'est plus la guerre entre les États, c'est terminé ça aussi. C'est entre des individus, vous voyez, Paris qui est occupé par quatre garçons, jeunes garçons, ils n'ont pas 40 ans. La guerre classique, c'est terminé. Donc, la question pour moi, philosophe, c'est est-ce qu'on nous a préparé, est-ce que nous, hein, qui avons pour devoir de préparer la jeunesse africaine, l'avons fait? Oui, professeur, avant d'arriver à cette question, parce que les gens s'interrogent. L'Égypte ancienne dont vous parlez beaucoup, c'était une grande puissance. Elle a dominé, l'Égypte ancienne a dominé l'Europe. Ça, c'est éduqué même. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Comment vous qui avez construit les pyramides, là, vos ancêtres, et comment expliquer aujourd'hui que vous-même, là, vous vivez dans des cases? Il y a quand même quelque chose. Est-ce qu'il faut expliquer au peuple qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours dire qu'au fond, en vérité, toutes les civilisations naissent, grandissent, disparaissent, reviennent. C'est des cycles historiques. Nous n'avons pas... La seule bataille militaire que nous ayons perdue, c'est en 525, devant les Perses, qui sont autre chose que l'Iran d'aujourd'hui. C'est la première défaite que nous ayons. Ce n'est pas qu'on n'avait pas des armes, c'est un choix historique. L'Europe, l'Égypte a une doctrine de la guerre qui consiste la guerre des résistances. Si vous l'attaquez, il porte la guerre, n'est-ce pas, dans votre capitale. La guerre des résistances. Je vais vous donner un exemple. Prenez l'Éthiopie, qui n'a jamais été battue nullement. On oublie ça aussi, que l'Éthiopie n'a jamais été battue par aucune puissance. Une petite parenthèse, n'est-ce pas, devant l'Italie, que vous connaissez. Donc, ma prétention, c'est que l'Afrique vaincra. Je suis convaincu, moi je n'ai pas de doute, pas un seul instant. Un exemple, vous êtes très informés. Le dernier recensement mondial de 2010, je crois, si mes souvenirs sont exacts, qu'on a 1 milliard de jeunes là. Les plus jeunes ont entre 15 et 20 ans. Et ils représentent à peu près 75% de la population. L'Europe a fermé ses portes. Donc, nous sommes condamnés à nous battre dans cet espace vital. Vous le voyez partout là. C'est pas parce que on peut dire quand même que les États nés des années 60 ont échoué, n'est-ce pas, pour fabriquer des enfants, que vous pensez que non, qu'on va encore nous recoloniser. Mais il faut faire très attention, simplement. Mais là, nous rentrons dans une guerre, dans une période extrêmement violente. Un moment, professeur, parce que vous dites ceci, que vous êtes confiant pour l'avenir de l'Afrique. C'est une bonne chose, c'est une ambition, on rêve. Mais quand on prend l'histoire de l'Haïti, 200 ans après l'indépendance, est-ce que le destin de l'Afrique ne suit pas celui de l'Haïti, professeur? Parce que quand on ne montre que le mauvais, on ne montre jamais la résistance de ce peuple-là. Ils réussissent toujours. Ils ont juré dans leur acte d'indépendance que personne ne le dominera. Plus jamais. Ils se battent tout le temps.
tout le temps. Tout le temps. C'est une résilience, c'est parce qu'on n'enseigne pas suffisamment cela, n'est-ce pas, à nos enfants. C'est tout simplement cela. Que moi, l'exemple, mon Dieu, si je pouvais aller vivre là-bas, j'irais vivre là-bas. Parce qu'ils se battent tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Malgré les tyrannies, malgré la coalition de l'Occident qui disent que, OK. Parce que la question, c'est quoi? Effacer de notre mémoire. Qu'on ait pu avoir une révolution qui a battu les deux précédentes. Ça, c'est la question. Je vais vous donner un exemple. Le premier texte d'un des grands écrivains français qui s'appelle Victor Hugo, ça porte sur Toussaint Louverture. Il dit que c'est la première fois où l'Occident s'est rencontré avec le monde noir. Les champs de bataille, c'était l'Amérique. Les acteurs, c'était l'Europe et l'Afrique. Et l'Afrique a battu. On n'enseigne pas dans nos écoles militaires, mais nous avons l'obligation aujourd'hui de le faire. Ou à la maison, monter des images, pour que les enfants résistent. Et je vais encore dire une chose. J'ai dit tout à l'heure là que la guerre s'initiait, curieusement, à casser les frontières. Et ensuite, aucune puissance du monde, n'est-ce pas, ne peut vaincre un peuple qui a décidé de se battre. Je vais vous donner encore un exemple qu'on ne dit pas souvent. Les États-Unis ont gagné une seule guerre, la guerre d'indépendance. D'abord, c'était contre une puissance du triste, l'Occident. L'Amérique n'a plus jamais gagné la guerre. C'est par manque des armes. C'est par manque de la technique. L'Amérique a été battue par le Vietnamien. Oui, non? Il quitte, je ne sais pas, l'Afghanistan après les Russes. Mais mon Dieu, ils vont aussi quitter l'Afrique si leur ambition c'est de dominer l'Afrique. Et encore, ensuite, nous avons une masse de Noirs là-bas. Ça, c'est bras armés avancés. Ça, c'est ce que je dis. Ils sont pleins là-bas. Donc, et sentimentalement, où que tu te sois, où que tu te trouves, tu peux prendre la nationalité française, américain, chinois, tu veux, mais tu restes ontologique à fin africain. C'est-à-dire, rien de ce qui se passe en Afrique ne laisse aucun noir du monde indifférent. Donc, moi, je suis très, très optimiste. C'est-à-dire que, vous voyez, on a tendance aujourd'hui à dire que les prisons vont rester 100 ans au pouvoir. Mon Dieu, ils font quoi avec? Tu rien du tout. Tu prépares ton peuple, n'est-ce pas, à résister. Et ce peuple résiste. Vous le voyez partout. Si vous allez au marché, dans nos marchés là, vous voyez les mamans qui se lèvent le matin, ils se battent pour envoyer les enfants à l'école, c'est très compliqué. Imaginez un 700 qu'ils aient à la tête de l'État, des gens qui croient, qui expriment volontairement leur, je sais pas, ce qu'ils font dans la rue, leur pratique quotidienne. Okay, on va se lever rapidement. Moi, vraiment, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Prof, ici, vous parlez de la résistance, de la guerre. On voit toujours la dimension, je peux dire, militaire. Mais une autre dimension, peut-être, prof, c'est la guerre culturelle. Si l'Occident nous a battus, c'est parce qu'on nous a rendu ce que le professeur Kangouane a dit, on réfléchit par procuration. Oui, il dit vrai. C'est-à-dire que l'Occident, la bataille culturelle est extrêmement importante. Parce que même l'Occident a compris que la bataille militaire, mon Dieu, si comptait simplement l'Empire romain, mon Dieu, c'était une question de... C'est d'abord culturellement que militairement, l'Empire romain a été battu. Donc il ne faut pas toujours compter sur l'aspect militaire, n'est-ce pas, pour penser que vous pouvez gagner, n'est-ce pas, sur un peuple décidé, même un peuple de gueux. Donc, vous touchez là un problème extrêmement important pour nous, c'est-à-dire la résistance culturelle. C'est extrêmement important. Parce que ce qu'on enseigne dans nos écoles, on enseigne d'ailleurs pas nos langues dans nos écoles. Cheikh Anta Diop a dit, de toute façon, Obenga le dit, vous le savez très bien, le professeur Obenga, qui ont écrit des choses. Il faut dire quand même qu'à un moment donné, on va apprendre ça, on apprend ces choses-là, non plus dans les universités. C'est les échanges que j'ai avec vous aujourd'hui. Vous avez cherché qu'on se rencontre, qu'on parle. On va rediffuser tout ça. En attendant que la nouvelle génération, avec les nouvelles technologies, n'est-ce pas, s'empare, n'est-ce pas, des grands moyens de communication pour donner ce message-là. Ça, moi, je crois à ça, je crois fondamentalement. Oui, dans la première partie de notre entretien, vous parliez de la préparation des élites face à ces mondes de violence. Ça signifie quoi? Parce que, ici au Cameroun, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui... J'ai toujours dit, attention, attention. Parce que vous savez, on disait toujours, l'élite dit toujours, oui, mais on est en un monde en paix.
dans un monde perturbé. Ça, c'est des discours au Cameroun. Hein. Toute l'élite au pouvoir a cru devoir dire ça. Moi, j'ai été l'un de ceux qui leur dit non, non, non. Je suis qu'au président de la République, vous dites qu'un chef d'État doit penser tout le temps à la guerre. Sa première leçon, c'est la guerre. Il doit penser que comment guerre culturelle, guerre économique, guerre. Et guerre aussi, fabriquer les gens. Donc, ma déception, c'est qu'on n'a pas préparé la nouvelle génération, n'est-ce pas, maintenant, à affronter la question de la guerre. Pourquoi? Nos armées, c'est des armées de guerre de libération, pas des luttes pour la libération nationale, mais des guerres civiles. Si vous prenez le Cameroun, je dis toujours, j'ai des confrères qui sont des généraux, des grands officiers, mais ils n'ont pas fait la guerre de libération nationale. Je prends le cas du Cameroun. C'est une armée de guerre civile. Ce n'est pas leur faute. Dans les années 60, le parti d'opposition, UPC à l'époque, qui n'avait pas introduit dans son discours idéologique de lutte de l'indépendance la question de la guerre. Ils savaient qu'on peut évacuer. Ils ont dit, OK, nous nous sommes battus une seule fois contre les Allemands, n'est-ce pas, les nazis, c'est tout. Nous prendrons l'indépendance par des moyens pacifiques, juridico-politiques. Une erreur monumentale. C'est une erreur d'avoir reçu un cadeau de... non. Pas de l'Allemagne, mais de la France. Non, nous payons le prix. Non, pour vous, il faut faire la guerre pour être absolument. indépendant. Je vais vous donner quelques exemples. Au lendemain des indépendances, si Mandela n'avait pas décidé, et son équipe, ils sont 9, décidé que nous allons prendre les armes pour nous libérer. C'est terminé. C'était la guerre. Parce que vous savez, ils vivaient sous le régime du pensée, de Gandhi, la lutte non violente, tout ça. Non. Cabral, si Cabral n'avait pas pris les armes, on ne sait pas là. Mugabe n'avait pas pris les armes, on ne sait pas là. C'est-à-dire que cette phase de notre histoire aurait été complètement bousillée. Maintenant qu'ils ont crié, l'Afrique du Sud est là, mais il y a une bourgeoisie noire qui monte, et puis vous avez à côté des jeunes, Moulema, qui disent que non, nous allons continuer la lutte qu'a menée Mandela. Donc, il ne faut jamais enlever de la tête des enfants qu'il ne faut pas s'armer pour se libérer quand c'est nécessaire. Donc, pour moi, c'est que... D'abord, moi, j'ai dit au Cameroun, j'ai dit au président de la République, il faut faire une réforme radicale de l'armée. Il faut que les enfants, tous ces enfants qui ont 18 ans, ils doivent servir la nation pendant 1 an de sa vie. Vous préparez cette guerre-là, parce qu'on est en guerre. Donc, à vous entendre parler, vous demandez à tous les chefs d'État africains de se préparer à la guerre. Ah oui, absolument. On n'a pas de chance. On n'a aucune chance. Aucune chance. C'est-à-dire aucune chance de faire autrement. C'est pas la France qui va venir, n'est-ce pas, installer ses bases par-ci. Mais pourquoi? Parce que vous voulez dire que c'est parce que nous sommes dans un monde violent. Il est extrêmement violent. Il faut prendre conscience, puisque tout le monde découvre ça aujourd'hui. C'est un discours que nous tenions avant. On disait, oui, mais ils sont très violents, vous savez, ils ne penseraient à la guerre. Mais c'est un peu mon métier aussi. Je suis philosophe, je suis pacifiste, si vous voulez. Mais quand j'analyse les rapports entre les États, ça n'a été autre chose que des rapports extrêmement violents. Si vous n'êtes pas... Mais prenez l'Europe. L'Europe, mon Dieu, malgré tout, 2 secondes guerre mondiale, c'est l'Europe qui provoque ça. Et constamment, et le lendemain, le génie de De Gaulle, c'est quoi? C'est qu'il perd une guerre, mais il se retrouve quand même au Conseil de sécurité. C'est un génie. Si j'avais été français, moi, je serais gaulliste, quoi. Mais il se trouve quand même que je suis pas gaulliste, je suis anti-gaulliste, parce que je suis africain. Donc, il a compris très vite qu'il me faut une armée. À chaque moment, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la question, c'est pourquoi Staline dit que moi, il me faut l'arme atomique. Il réunit tous les savants russes pour dire qu'il me faut la bombe atomique. De Gaulle fait pareil. C'est lui qui crée l'ENA au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Communiste, socialiste, n'importe qui dit que non. Nous devons poser la question de quels sont les intérêts vitaux de la France. Un point très. Prof, vous parlez que chaque État peut avoir une armée, se préparer à la guerre. Mais je prends l'exemple de la Libye avec Kadhafi. On a vu qu'il avait une armée, mais il a été battu, non? Je vous assure, c'est une erreur monumentale. Moi, j'ai écrit un papier à l'époque. Le jour où Kadhafi dit qu'il va négocier, il va laisser les armes à côté, j'ai dit il est fini. C'est clair. Cuba n'a pas dit... Regardez Castro, quand il va aux Nations Unies, il dépose son pistolet. Il est à la Floride, c'est à côté là-bas. Il dit que non, les États-Unis ne l'attaquent pas. Parce qu'ils savent très bien que bon, ils vont riposter tout de suite. Donc,
je ne suis pas un, comment dire ça, un belligiste. Je dis que la nature des États, c'est qu'ils se préparent toujours à la guerre. Ils chantent des alliances quand c'est nécessaire. Il faut mettre ça dans la tête de nos enfants pour dire que de toute façon, le continent est devenu un enjeu mondial. Toutes les puissances se retrouvent en Afrique. Toutes les puissances du monde. C'est la seconde fois. Dans l'Antiquité, oui, on s'était retrouvés comme ça. Mais mon Dieu, quand je dis dans l'Antiquité, il y a longtemps. Hein, 2000 ans, 3000 ans. Vous voyez, non? Donc, le continent est devenu le centre du... 3/4 des richesses du monde se retrouvent en Afrique. Mon maître Cheikh Anta Diop est venu ici en 86. Il a dit attention, attention, le pétrole, c'est rien du tout. Dans 40 ans, on ne parlera plus du pétrole, c'est fini. Il va falloir aller chercher à manger dans les fins fonds des mers, dans les airs, domestiquer, n'est-ce pas, les énergies. Il a fait une cartographie de l'Afrique. Une cartographie, énergie. On est en 57, hein, à la veille des indépendants, Cheikh Anta Diop. Il regarde, il va dans des laboratoires, dans des bibliothèques pour dire, OK, une cartographie, hein, des richesses énergétiques du monde. Les États-Unis, l'Europe, la Chine. Et il montre. Il va cartographier l'Afrique. Le bassin du Congo, le Cameroun bauxique. Il les cite. Hein. C'est dans le fondement économique et culturel d'un État fédéral d'Afrique noire. Il dit que vous ne pouvez pas, les petits États là, c'est terminé ça, c'est des micro-trucs. Vous ne pouvez pas intervenir dans l'histoire, même pas le Nigeria, même pas l'Afrique du Sud. Et le Nigeria qui comptait sur le pétrole, 75%, hein, ça a baissé, je ne sais pas comment, ils vont financer, je ne sais pas, les infrastructures, comment? Parce que hein, la bureaucratie nigérienne a compté sur le pétrole, n'a pas préparé les gens, n'est-ce pas, à affronter le type de guerre auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Vous voyez? Donc, je pense que nous n'avons pas d'autres continents en tant qu'espace vital. Espace vital, c'est ici. Non, pas. Prof, vous dites qu'il faut s'armer, c'est bien, il faut résister, mais donc, votre discours est contre les discours véhiculés par la communauté internationale qui nous parle de la paix. Oui, mais la communauté, d'abord, elle est commandée par 6 personnes, hein, Conseil de sécurité. Il est né, n'est-ce pas, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À l'échelle du monde, c'est rien du tout. L'Allemagne ne fait pas partie de, je sais pas, du Conseil. Oui, mais l'Allemagne a été divisée. Elle a payé très cher. Hein, à l'époque, d'abord, Première Guerre mondiale, elle perd ses colonies. Et de toute façon, l'Allemagne n'a jamais été une puissance coloniale. Jamais du tout. Elle est une puissance inscrite au cœur de l'Occident. C'est lui qui fait comment dire ça, la médiation entre l'Est et l'Ouest. Ça, c'est la vocation historique. C'est comme la Russie aussi. La Russie retrouve là, après 70 ans, n'est-ce pas, de communisme, sa vocation historique là. Vous ne pouvez pas aller en Asie, là-bas, sans passer par la Russie. Donc on retrouve là une cartographie du monde, n'est-ce pas, et l'Afrique retrouve là-bas sa dimension. Il faut enseigner simplement ça à l'école, à nos enfants, dans nos écoles militaires. De toute façon, nos militaires, qui étaient fabriqués pour faire la guerre classique, la guerre entre les États, ils sont désemparés là. C'est plus possible. Les États-nations ne font plus la guerre, ils ne peuvent même pas. Même l'Europe est obligée de dire, OK, la France qui dit se projeter dans le monde où Hollande est devenu le chef de guerre, quoi. Et mon Dieu, il faut que les États-Unis l'aident un peu pour que ça fonctionne. Hein? Vous savez, quand vous regardez la cartographie de l'Afrique, Kidal, n'est-ce pas, Mauritanie, le Mali, le Tchad, Cameroun un peu là-bas, il y a quand même 3000 soldats français là-bas, à Djamena. Moi, je dis ça à la radio aussi, je dis attention, ça impacte de chez nous, là. Quand je dis chez nous, quand je dis chez nous, vous savez que l'hymne national du Cameroun, on nous dit de l'Afrique soit fidèle enfant, on nous a jamais dit d'être fidèle au Cameroun. Le Cameroun, c'est un jardin qu'on nous a donné, hein, dans l'hymne national. On nous a donné un jardin, il faut l'entretenir, mais il faut être fidèle à l'Afrique. De l'Afrique soit fidèle enfant. Donc quand je dis ce qui se passe au Tchad, ça me préoccupe. Ce qui se passe au Mali, ça me préoccupe partout, quoi. Moi, je me sens fondamentalement attaché à cet espace vital qui est l'Afrique. Donc, la cartographie là-bas, l'armée américaine réclame tout ça. Il faut regarder ça avec une extrême attention. On ne peut pas accepter quand même qu'on soit quadrillé. Aucune armée africaine dans les frontières actuelles ne peut affronter le monde tel qu'il est. Il faut basculer très rapidement, construire à l'échelle continentale l'armée de libération ou
la protection de l'Afrique. Prof, On n'a pas des fois là. on compare la période de Cheikh Anta Diop, de Kwame Nkrumah, des autres, à notre période actuelle. On a l'impression que il n'y a plus de penseurs. La pensée est en panne. Oui, oui, parce que, vous savez, il y a une nouvelle génération qui dit oui, mais Cheikh Anta Diop est dépassé. Kwame Nkrumah, c'était des rêveurs. Il faut rêver, hein, comme eux, surtout quand c'est des rêves comme ça. Mais ils ne disent jamais d'oublier Platon, ni Socrate. Tenez, Socrate, lui, pour ceux qui vont de la philosophie, il a refusé de s'exiler, vous vous souvenez là, hein, l'apologie de Socrate, ce que nous raconte Platon, quoi, son élève qui est devenu son disciple. Il nous raconte que le jour où on lui a dit de s'exiler, il a dit jamais, jamais, je meurs ici. Il a légué, n'est-ce pas, à l'Occident. Alors, est-ce que vous connaissez un seul philosophe de l'Occident qui est émigré, qui s'est exilé? Ils ont tourné en Afrique. Comment dire ça? Ils ont tourné dans l'espace européen. Fondamental. Nous allons faire pareil. Je ne dis pas que ceux qui sont partis violemment, là, hein, la diaspora, hein, qui du reste ne jure que par Cheikh Anta Diop. Au Bengale, là-bas, c'est qu'on n'enseigne pas ça dans nos universités, peu importe, mais sur le net, partout maintenant, c'est Cheikh Anta Diop. Pourquoi, professeur, pourquoi on n'enseigne pas? Pourquoi? Parce que les États qui sont là, hein, qui constituent, n'est-ce pas, des instruments de domination, on appelle ça les appareils idéologiques de l'État. L'État n'est pas là, mais tenez-vous bien, on n'enseigne pas les 8 tomes d'histoire de l'Afrique, hein, écrits par l'UNESCO. Hein, vous savez ça? Vous savez très bien. Vous savez. Oui, c'est ce qui s'est passé. Oui, les 8 tomes sur l'histoire de l'Afrique, de l'Antiquité à aujourd'hui. Et puis, on oublie quand même qu'un pays comme le Brésil a traduit ça. Parce qu'une population noire là-bas, 3/4 de la population là-bas, c'est d'origine noire, qui viennent là-bas. Ils sont chez eux, ils sont là-bas aussi chez nous, ici. Donc, c'est important de savoir. C'est pas parce qu'on n'enseigne pas dans nos universités ici que c'est perdu. Maintenant, c'est sur le net. C'est partout. Donc, vous voyez que ces États seront obligés, ou les futurs dirigeants sont condamnés, n'est-ce pas, à fabriquer des gens, n'est-ce pas, parce qu'on ne peut plus revenir sur la traite négrière, là. C'est-à-dire que ça ne doit plus jamais nous arriver. Moi, je suis convaincu. Mais il faut préparer les gens, n'est-ce pas, à résister, les préparer à affronter par les armes si c'est nécessaire, n'est-ce pas, voilà. Prof, quand on voit dans notre histoire, les Occidentaux, les Européens sont partis en Chine, ils ont pris la poudre à canon, ils ont pris la boussole, ils ont pris l'imprimerie, ils ont modernisé, ils nous ont vaincus ici. Donc ils ont maîtrisé la science. Quelle est votre analyse sur l'émergence ou bien l'apparition de nouvelles technologies? Nous avons tous les enfants à la maison. Ils manipulent les ordinateurs de la façon la plus rapide. Ils vont apprendre ce que nous avons mis 50 ans à apprendre en moins de 10 ans. Moi, je suis convaincu. On est là dans une nouvelle donnée, là, de l'histoire. Les frontières n'existent pas. Ça n'existe plus là-bas. Virtuellement même, un enfant qui est dans sa maison, il communique avec un Chinois. Oui, non? C'est un désir, hein, qui ne peut ne pas être satisfait. C'est un désir, mais les frontières, ça c'est fini là. Et nous allons faire pareil. Cheikh avait déjà dessiné, je vous ai dit, il a fait une cartographie. Maintenant, les gens disent que oui, mais l'énergie, mon Dieu, c'est comme si on dit, oui, les Français Borloo, un monsieur qui s'appelle comme ça, il va venir apprendre aux Africains l'énergie au Bénin. J'ai dit, mais mon Dieu, il n'a qu'à lui Cheikh Anta Diop. Bon, l'enseigne à l'école, on prend la programmation, la cartographie de l'Afrique, telle que dessinée par Cheikh Anta Diop, c'est d'actualité. Quelqu'un prendra. Déjà, moi je suis convaincu, hein, ou mes enfants, moi, ou mes petits-enfants, ou les vôtres, ils prendront ça, ils vont dire que voilà ce qu'on va appliquer. Il a divisé l'Afrique en 5 zones. Zone forestière, zone océanique, toutes les ressources connues à l'époque. Mais moi, Dieu, quand les gens vont prendre ça, prendre le pouvoir, dire que voilà ce qu'on applique. Ils vont dire ça à Addis Abeba, que voilà, vos petites frontières, ça nous intéresse, on ne peut même plus y vivre. C'est le continent, l'espace vital, c'est le continent. Mais je suis convaincu là. Oui, c'est vrai, vous êtes convaincu. Quand on prend l'exemple, vous venez de parler d'Addis Abeba avec l'Union africaine, est-ce que vous pensez que
l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'Union africaine, est-ce qu'on peut avoir l'espoir que l'Afrique va s'en sortir? D'abord, on n'a pas de choix. Ou on meurt, ou on survit en se battant. Et comme je suis sûr qu'on ne doit pas mourir, tenez, 2055 ou 2060, ils seront 2,5 milliards. C'est ça, hein, la projection. La population comme ça, là, on ne viendra pas. Sauf s'il y a un cataclysme qui va entraîner tout le monde. Alors nous allons survivre et nous battre pour pour défendre le continent. Avec des gens mal formés et malades? Si vous l'étiez effectivement, vous êtes là depuis... vous êtes arrivé au Cameroun, parce qu'un de vos confrères est mort, un frère. C'est là, les gens bougent. Ça, moi, les gens bougent tout le temps. Ils sont en train de bouger. Quand vous voyez... Tenez-vous bien, quand on a fait la conférence nationale au Cameroun, mais les gens ne parlaient pas. Hein. Si vous voyez que de 90 à aujourd'hui, si vous allez dans les radios, la presse, tout ça là, mais les gens bougent. Si je compare ça à l'Europe, que je connais, hein, parce que les gens pensent que la Révolution française, la bourgeoisie française, comme vous voyez la européenne, mais comment ça bataille, n'est-ce pas, dans les féodalités au XIe siècle de notre ère, pour prendre le pouvoir, je sais pas, dans les années, la Révolution française, après avoir battu, n'est-ce pas, la monarchie absolue, tuer le roi, comme c'était une nouveauté. Nous, chaque fois, dans l'Afrique, j'ai oublié de dire, nous avons un système politique extrêmement performant. D'abord, les gens disent qu'au fond, l'alternance, on le faisait dans nos traditions. L'alternance, aucune dynastie n'a duré 50 ans. En Afrique, 30 ans, à peine, ça change. Et le roi ne vole pas. S'il vole, il ne perd pas la guerre. Et on oublie aussi de dire que les femmes ont été chefs d'État en Afrique. On nous parle maintenant de parité. Non, Cheikh Anta Diop a demandé, c'est mon maître, il faut un système bicaméral. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a une assemblée de femmes, une assemblée des hommes, et ils se réunissent en congrès pour prendre les grandes décisions. Et il se trouve que quand les décisions, c'est quoi? C'est pour faire la guerre, pour savoir si oui ou non on va faire la guerre, pour la famine, pour que, bon, il n'y a plus d'enfants, vous voyez, je sais pas, une épidémie qui est arrivée. Et on dit là-bas dedans que ce sont les femmes qui prennent le verre. La question pour nous n'est pas que les femmes soient féministes aujourd'hui. On ne battait jamais nos mamans. Donc, vous voulez dire que vous rejetez les discours occidentaux, ça signifie quoi? Je dis qu'on a vu, c'est à Rome qu'on a vu les femmes, qu'on vendait les femmes, qu'on nous cite un seul marché africain, depuis l'Égypte, où on a vendu des femmes. Et jamais. Donc ça, c'est des vérités, il faut leur dire ça. Ce n'est pas une histoire de parité. Quand les diopistes que nous sommes, que nous formons, vont prendre le pouvoir, eh bien, il y aura l'Assemblée des femmes, l'Assemblée des hommes, ils se réunissent en congrès pour prendre les décisions. Ce n'est pas les parités, 2%, 3%, ça c'est rien. Ils sont dominés par les hommes, qui n'ont pas la culture traditionnelle. Je parlais des rois. Les rois n'ont pas le droit de perdre la guerre. C'est ce qui a effrayé chez Hegel. Quand Hegel vient en Afrique, là, quand il écrit sa fameuse leçon sur la philosophie de l'histoire, ce qu'il a effrayé, il dit que, mais qu'est-ce que ces histoires où quand les Noirs ne sont pas contents des rois, on lui envoie une délégation des femmes qui lui disent que le pouvoir ayant dû, n'est-ce pas, le fatiguer, hein, il faut qu'il quitte le pouvoir. On lui envoie les ailes de perroquet. Le roi se retire dans son appartement et se fait égorger. Il prend l'exemple de Bénin, là. Parce que quand on parle de Bénin, ils ne savent pas ce que c'est. Le vaudou. Hein? Quand j'ai parlé tout à l'heure là de la révolution de Haïti, quand ils se réunissent au bois de Caïman, ils convoquent les dieux du Congo. Les dieux du Congo. Que vous allez nous faire gagner la guerre. Ils l'ont gagné. Donc ça, pour moi, c'est des choses extrêmement précises. Quand on nous tient le discours sur les femmes, aujourd'hui, hein, les femmes d'aujourd'hui, ce n'est pas les femmes d'avant, là. Vous savez, hein, ce sont eux d'ailleurs qui nous protègent jusqu'ici. Hein. C'est pour ça que, pour ce qui se passe là, quelque chose de plus terrible, là, c'est que ce sont nos filles, nos enfants, qu'on habille, qu'on transforme en kamikazes. Ça, c'est un complot extrêmement terrible. Parce que c'est la femme. On est en train de dire qu'on peut toucher à quelque chose de tontologique, de vital, au nord du Cameroun, Nigeria, où ce sont des filles de 7 ans, de 9 ans, de 13 ans,
de 19 ans. Vous savez ce qui s'est passé là-bas au nord tout à fait récemment. 26, ce sont des filles qui vont au marché avec le panier sur la tête. Hein? On pense que c'est pour vendre, mais c'est une bombe. On les a transformées en bombes. Voilà des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Moi, c'est un complot. C'est la décomposition d'un système historique qu'il va falloir nous préparer à affronter. Très sérieux. Parce qu'on touche à la femme. Et moi, je dis toujours ici, même à la radio au Cameroun, ou dans la presse, quand je crie de papier, je dis, OK, les femmes doivent aller à Addis Abeba. Addis Abeba pour dire que nous n'entendrons plus jamais, n'est-ce pas, qu'on transforme nos enfants, n'est-ce pas, en kamikazes. Quand elles l'auront dit, mais c'est sûr qu'ils vont les dire. Prof, il y a quand même des femmes qui les font, les féministes, non? On voit des femmes partout qui parlent égalité, tout ça, et parité. Gender, partout là. De quelle femme vous voulez parler? Je parle de la femme, parce que ça c'est... vous savez, moi, je dis comment les femmes, des types d'assemblées, n'est-ce pas, des systèmes politiques, lorsque nous prendrons le pouvoir, parce que je suis convaincu, le discours de la prise de pouvoir, c'est les panafricanismes de type version Diopis, quoi. Il dit que quand on va prendre le pouvoir, la femme va jouer le rôle qu'elle a toujours joué dans la tradition. Tenez, si nous revenons à nos mythes fondateurs, si vous prenez Isis, Isis, qui va devenir, n'est-ce pas, Marie dans la religion catholique, quoi. Isis, c'est qui? Sa femme d'Osiris. Osiris, c'est le frère de Seth. Quand Dieu a créé, quand il a décidé, après avoir créé l'ensemble, je rentre là dans la cosmogonie, quoi, dans l'ontologie, la manière, notre ontologie politique. Mais quand Dieu a créé tout ça, le monde, il dit, OK, il me faut créer les hommes. Il a créé les hommes, après, bon, il me dit, mais il faut nommer un héritier. On a choisi Osiris. Son frère, Seth, mécontent, a tué son frère. Il a réparti ses yeux, ses cheveux, partout dans la nature. Parce que c'était un savant chez lui. Tous sont des savants. Eh bien, c'est Isis. Donc, on s'est retrouvé dans une espèce de guerre civile, pour parler comme aujourd'hui. C'est Isis qui allait chercher les différents corps constitués partout dans le monde. Elle a convoqué tous les savants d'Égypte, tous les sages-femmes. On est parti retrouver, n'est-ce pas, les morceaux de son mari, Osiris. Et au cours de l'histoire, elle a donné au monde, n'est-ce pas, Horus, qui est le dieu de l'armée, qui est le dieu de la guerre. Et on a jugé son oncle Seth. On l'a jugé, parce que nous, chez nous, on juge toujours. On a lui a dit que non, le trône ne te revient pas, parce qu'on nous parle maintenant de succession, modification constitutionnelle, alors que nous avons un système précis et tout. On lui dit non, le trône ne te revient pas. N'est-ce pas? Ça revient à ton neveu, c'est-à-dire à Isis. Donc c'est Isis, à Horus, pardon, c'est Isis donc qui a reconstitué, recomposé pour une question centrale de la succession, sa femme, qui a trouvé la solution. C'est pour ça que la femme est vénérée chez nous. Tenez. Vous pouvez hériter de votre oncle maternel, non? Oui. Bien entendu. Vous êtes toujours attaché du côté de votre mère, non? Ben oui. Pas du côté de votre père, parce que c'est pas sûr, ça. La généalogie n'est pas certaine, mais du côté de votre mère, oui. Donc, la femme a une place centrale, sur le plan même ontologique. C'est elle qui sauve. Quand il y a un désordre de cette nature, eh bien, c'est la femme. C'est pour ça que je crois que les femmes vont sauver l'Afrique. Oui, mais ils vont sauver l'Afrique, professeur. J'ai parlé dernièrement, donc il n'y a pas longtemps, de la pensée. On se rend compte qu'il y a une certaine opposition entre les penseurs et les hommes politiques. Et quand on prend l'histoire des grandes civilisations qui ont dominé le monde, il y a une certaine collaboration entre ceux qui pensent et ceux qui agissent, entre la réflexion et l'action. Mais quand on vient en Afrique, il y a une opposition entre la politique et les intelligences. Professeur, comment faire pour que tout ça se retrouve, que l'Afrique se reconstruise? Et vous avez convoqué. Moi, je crois que, si on regarde simplement la scène universitaire, on doit être déçu parce que si je prends le cas de chez moi,
hein, de pays. On peut généraliser. Les professeurs ne font plus leur boulot. Ils vont se battre pour être chef de service dans des ministères. Voilà. Mais ça, c'était quelque chose qui ne doit pas durer. Parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'au fond, ils sont sommés d'avoir à construire. On va créer des académies, des clubs. L'Occident a connu ça. Hein, parce que les gens ne disent pas les problèmes d'académie en France. C'était contre l'université à l'époque. Hein, parce que là, l'université était occupée par les théologiens. Il a fallu quand même qu'on crée des académies, hein, dont on voit n'est-ce pas, les restes aujourd'hui. Là, hein, c'est ça. Donc, moi, quand on regarde simplement, il va falloir faire une révolution culturelle à tous les niveaux. Qu'on enseigne les gens, que l'université soit là-bas pour enseigner, n'est-ce pas, pour dispenser des cours, enseigner notre mémoire historique surtout, parce que c'est ça, là vous avez parlé de problèmes culturels, d'où nous venons. Comment expliquer, par exemple, que une civilisation aussi forte, aussi puissante, qui était le modèle au XVIe siècle même, au XVIe siècle, je vous assure, ceux qui sont en train de rédiger, n'est-ce pas, le système politique européen, les Baudins, hein, ça c'était un monsieur du XVIe siècle, ils sont en train de regarder, parce que l'Europe vient de sortir, n'est-ce pas, ou d'être en guerre des religions. La guerre des religions, ils ont complètement perdu aussi. Quand ils cherchent le meilleur système d'organisation du monde, ils envoient leurs savants partout, en Chine, en Afrique. Ils disent que le modèle, c'est l'Éthiopie. Voilà une civilisation qui a duré 800 ans, n'est-ce pas, dans la paix, dans la prospérité. Donc c'est ce modèle qui nous fait. Bien sûr, l'histoire va basculer. De quelle Éthiopie, professeur? Abyssinie, par exemple. Je veux dire, pas l'Éthiopie d'aujourd'hui, de récente. J'ai dit la vieille Éthiopie qui n'a jamais de... Mais comment? Toutes les religions, la reine des Saba, c'est quand même... Candace, c'est l'impératrice qui a battu l'armée, hein, de César, Strasbon. Hein? Le général Strasbon, cette femme-là l'a battue. Vous voyez, donc, c'est ça qu'on n'enseigne pas aux femmes. On ne dit pas que les femmes vont être la parité et tout. Non, ils étaient en guerre. Mais en Angola, on est au XXe siècle. Une dame a géré tout un empire. Quand je parle de l'Angola aujourd'hui, c'est le Congo, c'est le bassin là. Une femme a géré. Une dame. On n'enseigne pas dans nos écoles militaires, ni chez des filles, ni pour dire que voilà. Hegel, qui théorise, hein, il légitime, il prend fait cause que voilà, nous sommes dans un rapport maître-esclave, il dit, il constate. Hein. Il est étonné. C'est ce qu'on n'enseigne pas, moi nous enseignons ça, je sais pas, dans nos clubs. Il dit que mais qu'est-ce que ces histoires où on a vu des femmes régner à la tête des États? Il est furieux, il dit que c'est pas possible parce qu'en Occident ça n'existe pas. C'est Hegel qui écrit. Le texte date de 1823. Ce sont des textes de vieillesse, quoi. Il va mourir en 1831. Oui, non, c'est ça qu'on n'enseigne pas. Il faut enseigner. Mais ce n'est pas aux Européens d'enseigner, c'est à vous d'enseigner. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Moi, je le fais. Moi, c'est ce que je vous fais là. Vous voyez que j'écris. Moi, je dis ça. Si je dis à une conférence, si je dis pas ça, moi, je connais l'histoire de l'Occident. Je connais l'histoire de l'Occident dans ses rapports avec l'Égypte. Mais Thalès, Pythagore. Mais eux-mêmes, ils attestent que là, nous avons été éduqués par le nègre là-bas en Égypte. Ils ne s'en cachent pas. Même Platon le dit. C'est une déformation. C'est plus tard. Hein? C'est plus tard. Est-ce que vous savez quand même que l'Occident a failli perdre, je sais pas, Aristote, sans les Arabes, au XIIIe siècle? Et mon Dieu, ils auraient perdu. Donc ça a failli leur arriver. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu un élément extrêmement essentiel dans leur philosophie, qui s'appelle Aristote. Je vois, vous voyez. Hein? Aristote a fait quoi? C'est lui qui a construit les académies. La philosophie se passait dans la rue. Vous voulez parler de Ibn Rushd ou bien Averroès? Averroès, oui. Avicenne, tout ça, oui. Mais cette histoire n'est pas bien connue, que ce sont les Arabes qui ont sauvé l'Occident. Bien entendu. Sans eux, l'Occident serait... ils auraient perdu la Grèce, quoi. Rome et à la Grèce. Mais ça veut dire que si on ne prend pas des précautions, on peut perdre un élément de sa culture. Mais comme la culture ne meurt pas, la vérité, de toute façon, elle ne meurt pas. Quelqu'un, un jour, quelqu'un récupère ça, il dit, ah bon, voilà. Donc, vous voulez dire, comme l'Europe
a été sauvé grâce aux Arabes qui a eu une renaissance européenne. Vous voulez aussi dire que nous devons aussi nous connecter à l'Égypte ancienne pour renaître? Les Coptes là, quand vous voyez Sadat, mais moi je dis, je sais pas, Bouto, qui vient de mourir, il est Copte, c'est les Noirs là-bas. Mais on peut perdre une capitale, je sais pas, une civilisation, ça peut arriver. Mais c'est jamais définitif. C'est jamais définitif. Tenez, pour quelqu'un qui regarde, par exemple, la scène mondiale aujourd'hui, quand on dit que l'Europe aujourd'hui a une peur folle, n'est-ce pas, de monde islamique. La religion est culpabilise toute une religion, tout ça, guerre de religion. Vous savez, la tête de short des civilisations de Huntington, hein, Samuel, là. Mais ils n'ont pas lu, n'est-ce pas, un autre texte dessus, là, il dit que, attention, vous n'avez pas dit, mais la guerre des civilisations n'aura pas lieu. Parce que l'Occident éprouve à l'endroit, il dit que oui, mais l'islam va nous coloniser, parce qu'ils ont été extrêmement violents aussi à l'endroit, n'est-ce pas, de cette partie du monde. Qui se réveille et dit, ok, voilà, c'est pas que, moi je ne vois pas, contrairement à ce que les gens peuvent penser, que l'islam arabe surtout, soit en train de coloniser l'Europe. C'est une peur folle Oui, l'Europe se comporte aujourd'hui parce qu'elle a perdu la direction du monde. Ça, c'est évident. Bon, il faut qu'elle se mette à l'école de quelqu'un qui va apprendre ce que le monde lui apprend. Ça, c'est ma conviction. Je ne sais pas, la France peut faire ce qu'elle veut, penser qu'elle va soutenir des dictateurs en Afrique, mais elle perd la chance de se raccrocher à l'histoire. Oui, prof, pour terminer notre entretien, une question, parce que tout ce qu'on a dit, il faut que l'Afrique se réveille. Tous les peuples du monde, les civilisations du monde, la plupart des continents se sont réveillés. Est-ce que pensez-vous que l'Afrique va se réveiller? Ça, je vous assure. Hein. Quand je vois ce qui se passe au Cameroun, quand je vois ce qui se passe au Congo, je ne parle pas dire au Burkina, ou bien partout en Afrique, là, en Afrique du Sud, ou en Angola, avec le pétrole qui est foutu là, quoi. Vous voyez, les gens vont devenir un peu sérieux, un peu là. Mais sinon, la jeunesse dont je parlais tout à l'heure, ceux qui vont gérer l'Afrique, ils sont confrontés aux problèmes dont on parle là. Ils vont se dire que ce n'est pas le pétrole qu'on va connaître. D'abord, les frontières, pour eux, ça n'existera pas. C'est-à-dire, même physiquement. Tenez, mais quand on dit, vous voyez le nord de chez nous, le nord du Cameroun, c'est la même population, de deux côtés. C'est nous qui nous tuons là-bas, que ce soit du côté de Boko Haram ou du côté... Ce sont des Noirs qui sont en train de mourir là-bas. Ça doit nous interpeller en disant, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est une guerre entre nous. Quand on prend un Chinois, on négocie, il s'en va. Un Français, on négocie, il s'en va. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire où, je ne sais pas, c'est nous qui allons toujours mourir dans une guerre qu'on nous impose? Moi, je dis non. L'Afrique doit dire, ok. La nouvelle génération, elle n'a pas de choix. Et j'ai confiance, moi. Quand je vois les jeunes qui bougent là, c'est que je fréquente, quoi, que nous fréquentons, ils ont une croyance extrêmement. De toute façon, si vous voyez le Sahara, les frontières sont bouclées là. On préfère aller prendre, c'est du Moyen-Orient, et ça les arrange même pas. Vous voyez, non? Déjà, hein, l'Allemagne dit que non, et ils disaient, je leur ai dit que non, ça va, vous avez dit que ok, non. Allez mettre un peu de l'ordre là-bas, là où vous avez bousculé les gens, casser des pays, et du coup vous vous retrouvez avec des terroristes, tout ça. C'est le retour de manivelle. Il faut dire ça. Si nous aimons l'Europe, il faut leur dire la vérité. Cheikh Anta Diop leur dit, ok, il faut vous dire que le jour où vous aurez perdu l'Afrique, hein, perdre l'Afrique au sens colonial du terme, eh bien, vous allez rentrer dans l'histoire. Il est dit, il faut dire à l'Europe, surtout que non, les jours où vous aurez perdu définitivement l'Afrique, sur le plan de la colonisation, si vous voulez, il dit comme ça, eh bien, on va coopérer et ça va bien marcher. Et on le fera dans le cadre d'un État fédéral, n'est-ce pas, d'Afrique. Ça, c'est le destin. L'Europe fait quoi aujourd'hui là? L'Europe n'arrive pas à construire une monnaie unique. Il leur faut ça pour s'en sortir. Oui, non, à cause de cette pesanteur qu'on appelle État-nation. Ce n'est pas les États-nations. Aucun État-nation ne peut combattre un phénomène comme la drogue, par exemple. Ni le terrorisme, ce n'est pas possible. Il faut imaginer même un gouvernement mondial, je ne sais pas, pour combattre, parce que les frontières
Ça ne résiste plus à ces choses-là. C'est pas possible, les frontières sont cassées, il faut casser ces frontières. D'abord dans la tête, et physiquement, ça se fait déjà en Afrique, et c'est tant mieux. Ok, prof, merci beaucoup. Je pense que les gens nous ont bien suivis. Et je viens d'avoir un entretien de plus de 45 minutes avec le professeur Sindjun Pokam, philosophe camerounais. Nous sommes à Yaoundé. On a eu la chance de les rencontrer. Je pense que prochainement, on pourra encore se déplacer pour continuer la série d'entretiens. L'Afrique n'a pas d'autre choix que de se reconstruire. Ça, je vous assure que c'est, je veux dire que c'est notre destin. Le destin de l'Afrique est inscrit dans cette violence-là. Et nous avons déjà des discours des grands qui ont pensé. Je pense au Dubois, à la diaspora, Fanon, Aimé Césaire, n'est-ce pas, les Garvey, des gens comme les Lumumba qui ont sacrifié. Vous vous imaginez, quand même, l'Occident est allé jusqu'à dissoudre dans l'acide sulfurique. Vous voyez la haine extraordinaire. Mais mon Dieu, il est mort en nous laissant un testament. Il écrit cette lettre à Pauline. Il dit que notre histoire ne sera pas celle qui aura été écrite ni à Washington, ni à Paris, ni à Bruxelles, mais en Afrique. C'est ça qu'il dit. Et il le dit, il meurt à 36 ans. Cheikh Anta Lumumba, oui, il est mort, il avait 36 ans. Vous voyez? Et Fanon a 36 ans. Ils sont nés en 1925. Eux, les deux là, les deux destins là, il a le voir. Et Jean-Paul Sartre dit, ok, ces deux-là, ils portent l'Afrique, n'est-ce pas? Ils nous laissent l'Afrique dans sa déchirure. Et puis nous allons, n'est-ce pas, coudre cette Afrique-là pour en faire un corps glorieux. Ok, monsieur le professeur, on va coudre l'Afrique pour faire un corps glorieux, que l'Afrique commence aussi à peser dans le monde en pleine imitation. C'est toute une question des rapports de force. Ce que les Africains doivent apprendre dès aujourd'hui. Ce n'est pas dans une église, il y a trop d'intérêt. Et l'Afrique n'a pas d'autre chance. C'est de créer une masse critique pour affronter ce monde d'imitation. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et à la prochaine.